Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Blandine, Bonjour, qui bonjour nous Estelle. rejoint aujourd'hui. Et on a Alexandra aussi qui est là, mais qui a quelques problèmes de connexion, donc on verra pas. Enfin, elle est là s'il y a besoin de plus d'informations, mais c'est nous qui allons présenter aujourd'hui. Bonjour. Donc on va attendre que tout le monde arrive. Je vois que tout le monde commence à arriver. Et bien, Blandine, merci à toi de nous présenter l'Alaska aujourd'hui. Mais de rien, Estelle, pas de problème, avec plaisir. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Je vois que tout le monde est en train de se connecter. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter du coup l'Alaska. Donc en premier, on a la croisière expédition en Alaska avec donc les fjords de la Grande Terre. Donc c'est une expédition dans l'Alaska sauvage, donc à bord du MS Roald Amundsen, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous verrez les fjords, la faune qui s'y trouve. Et donc c'est un circuit de environ 10 jours. On n'est pas encore tout à fait sûr de combien de temps ça va durer en fonction de quand est-ce qu'on revient. Mais ça commencera le 3 juillet. Donc Blandine, je te laisse nous donner un petit peu les étapes. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va juste attendre que tout le monde finisse de se connecter. Oui, comme vient de vous dire Estelle, effectivement, c'est une croisière expédition inédite que Intermed a réalisé, a mis au point pour vous pour juillet 2026, avec un départ donc le 3 juillet sur une dizaine de jours environ, comme on vient de vous le dire. Une croisière qui est une croisière expédition. En fait, le bateau appartient à Hurtigruten, dont beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, puisque c'est avec ce bateau qu'Intermed organise des croisières, notamment dans le Grand Nord et en Norvège. Et c'est la partie expédition d'Hurtigruten qui a été retenue parce que c'est un bateau plus petit, aménagé pour ce genre de navigation un peu compliqué, on va dire, hein, un petit peu spécifique. Donc c'est un petit bateau qui permet de passer dans des fjords, d'aller dans des coins un peu reculés, de débarquer dans des zones un peu particulières et donc de vous faire profiter au maximum de toutes les beautés de l'Alaska, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail maintenant. Donc, après une découverte de Vancouver, eh bien, vous embarquerez à bord de ce bateau pour longer ce qu'on appelle le passage intérieur, qui s'étend sur 876 kilomètres et qui va naviguer en fait dans toutes les petites îles de la partie des îles d'Alexander et vous permettre de voir des endroits absolument incroyables comme les Misty Fjords, qui sont des lieux dont je vais vous montrer quelques photos d'une richesse naturelle et des paysages absolument à couper le souffle. Et vous aurez l'opportunité donc d'aborder également les cultures autochtones qui ont occupé et occupent toujours cette partie du territoire, tout en découvrant lors de différentes escales eh bien, les glaciers qui composent tout ce détroit avec donc cette quantité incroyable de fjords. Tout cela est soumis bien sûr aux conditions météo parce qu'on est en Alaska et que la météo c'est toujours un élément très important à prendre en considération lorsque l'on fait les excursions. Mais si le temps le permet et si les conditions de navigation sont bonnes, eh bien tout cela se réalisera bien sûr dans d'excellentes conditions. Valdez, c'est un port dont je vais également vous parler maintenant, dans lequel se trouve un petit musée qui vous permettra de découvrir les cultures locales et d'en apprendre un petit peu plus sur la nature et les animaux que l'on trouve dans le Prince William Sound, qui est une grande baie, et de découvrir dans cette même baie, lors d'une navigation, une quantité de glaciers absolument incroyables, desquels on peut s'approcher vraiment très près pour les voir en train de véler. Et donc, ça, c'est toujours un spectacle absolument inoubliable. Et vous finirez votre croisière dans la partie de Seward, la péninsule de Seward,
où là aussi, vous profiterez à la fois de la découverte des traditions locales et de la faune locale. Donc, c'est un magnifique programme qu'Intermet vous a concocté dans cette partie du monde que j'ai qualifiée de dernière terre sauvage, parce qu'effectivement, il y a peu d'endroits au monde qui peut se vanter de porter ce titre, mais avec un accès qui est élaboré, qui est calibré, qui est organisé et qui vous permet de découvrir cet endroit que moi je considère comme l'un des plus beaux endroits de la planète. Voilà, donc on va commencer cette conférence. Ça va pour toi, Estelle? Oui, oui, tu peux y aller. Peut-être Ok. on peut, oui, présenter Oui, les quelques cabines. images sur le bateau. Voilà, les cabines du bateau, comme vous le voyez, elles offrent un confort maximal. Donc, bon, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais vous voyez que vous avez des cabines avec des grandes baies vitrées qui vous permettent de profiter des paysages que vous allez voir défiler avec tout le confort à bord et également tous les espaces publics, que ce soit le restaurant, le pont, le bar, des points de vue absolument incroyables de la partie haute du bateau qui vous permettent de profiter des couchers de soleil, des levées de soleil également, et de la vue sur ces glaciers que vous allez approcher de très près. Donc, vous êtes à la fois sur un bateau d'expédition en petit nombre, mais avec toutes les commodités et tout le plaisir, bien sûr, d'une navigation extraordinaire. Merci Blandine et bon Voilà. visionnage à tous. Au revoir Estelle, à tout à l'heure. Et si, petite information, si vous avez des questions, je vous laisse les mettre dans le chat. On y répondra à la fin de la conférence avec Blandine et Alexandra. Voilà, alors bienvenue donc en Alaska. Je vais vous faire voyager dans ces magnifiques terres lointaines. L'Alaska, c'est un nom indien, figurez-vous, c'est un nom inuit qui veut dire continent, c'est-à-dire la grande terre. Et effectivement, on est sur un territoire qui est tout à fait conséquent puisque l'Alaska, en termes de superficie, c'est 1 717 000 km². Donc, c'est 3 fois la taille de la France. C'est une partie du territoire américain absolument incroyable. Donc, on compte à peu près 2400 km de longueur sur environ 1300 km de largeur. Donc, autant vous dire que c'est un territoire immense et qui est en fait très peu habité. On a une concentration de population de 0,4 habitants au kilomètre carré et une population globale sur ce territoire d'à peine 800 000 personnes. Donc, autant vous dire que les grands espaces vierges occupés plus par la faune que par les hommes, eh bien, il y en a une grande quantité. On a 3 villes importantes en Alaska. La ville d'Anchorage, de laquelle vous repartirez pour revenir à la fin de cette croisière que vous voyez ici à l'écran dans la partie sud de l'Alaska. La ville d'Anchorage, elle a à peu près 400 000 habitants. La ville de Fairbanks, qui se trouve plus à l'intérieur des terres, donc plus vers le nord, qui a environ 100 000 habitants. Et la capitale, que vous voyez ici à l'écran, qui est écrit en majuscule, qui est la ville de Juneau, qui n'abrite que 32 000 habitants. Alors ça peut toujours sembler étrange qu'une capitale soit aussi peu peuplée. En réalité, si on regarde les autres États américains, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez courant aux États-Unis d'avoir en fait dans les différents États des capitales qui sont des villes peu ou moins connues que d'autres villes présentes et avec une population moins importante. Mais je vais vous reparler tout de suite de cette ville de Juneau. Donc, cet état de l'Alaska, comme vous le voyez, il est traversé par 2 grandes chaînes de montagnes. Une chaîne qu'on appelle Alaska Range ou la Denali Range, qui va traverser donc cette partie du territoire d'est en ouest et plus au nord, vous le voyez, les Brooke Range, qui est une autre chaîne de montagnes au-dessus du cercle arctique. En général, les visites que l'on fait en Alaska, ce que l'on découvre, c'est plutôt dans la partie sud de ce territoire parce que la partie nord, eh bien, il n'y a quasiment pas de route et les villes comme North Barrow qui se trouvent complètement tout au nord, eh bien, ne sont accessibles qu'en avion et ça représente toujours, c'est toujours assez compliqué de rejoindre ces territoires. Donc, c'est surtout au sud de ces Alaska Range que se trouvent les villes importantes
qui sont souvent des villes, qui sont des ports, des voies d'accès dans le golfe de l'Alaska. Vous voyez que l'on a également dans la péninsule de l'Alaska les îles Aléoutiennes qui vont jusqu'à l'île de Attu, qui est la petite île la plus à l'ouest de ce territoire. Et donc, ce territoire est bordé par plusieurs mers. La mer de Beaufort, tout au nord, le détroit de Bering, qu'on appelle aussi la mer des Tchouks, et la partie de l'océan Pacifique dans le golfe d'Alaska, avec ces fameuses îles aléoutiennes. Et la particularité, vous le voyez aussi, c'est que ce territoire est extrêmement déchiqueté, surtout dans la partie sud, c'est ce qui en fait justement sa beauté, et qu'on a toute une petite frange, vous le voyez en bas, le long du Canada, où se trouve la ville de Juneau, qu'on appelle l'archipel Alexander. Et cette partie avec beaucoup d'îles, beaucoup de fjords, beaucoup de côtes déchiquetées, eh bien, c'est formé en fait après l'époque glaciaire, dont je vais vous reparler maintenant, lorsque le niveau des eaux est remonté suite à la fonte des grands glaciers qui recouvraient toute la partie du Canada jusque dans les grandes plaines nord-américaines. Et au moment où ces glaciers vont fondre vers 8000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, le niveau de l'eau remonte à peu près de 120-130 mètres et va donc aller inonder des passages, rogner bien sûr sur le trait de côte, éroder ce trait de côte et créer donc tous ces archipels, ces îles, ces fjords que nous allons découvrir maintenant. Donc c'est une géographie très particulière parce qu'avec ce rivage extrêmement découpé, il faut rajouter aussi une zone sismique très importante. Je vais vous en parler à la fin de la conférence, mais on est sur la ceinture de feu du Pacifique, avec la plaque océanique qui vient buter et qui s'enfonce sous la plaque continentale, donc ce qui crée des tremblements de terre à répétition et qui est également l'origine de la formation des chaînes de montagnes que je viens de vous montrer. Autre particularité de cet État américain, c'est le 49e État américain. Le dernier, ça sera Hawaï. Et vous le voyez, en fait, c'est un des rares États qui n'est pas de frontière avec un autre État américain. En fait, il y a à peu près 2477 kilomètres de frontières avec le Canada, mais l'Alaska est en quelque sorte complètement isolé au bout du continent américain. Toutes ces terres que vous allez découvrir maintenant sont des terres en fait qui à 65% sont gérées par le gouvernement fédéral. Donc les parcs, les réserves naturelles, tout cela est géré par le gouvernement fédéral. Le reste appartient à l'État de l'Alaska, donc 25% environ. Et on a 10% des terres qui appartiennent aux communautés amérindiennes, dont je vais vous parler plus en détail maintenant. Donc, un État dans lequel la nature est roi et donne des paysages, comme vous le voyez ici, à la fois de lacs, de montagnes, de cours d'eau. On a 3 millions de lacs en Alaska et à peu près 3000 cours d'eau qui alimentent en fait ce réseau hydraulique qui est absolument phénoménal. L'un des plus grands fleuves que l'on va évoquer maintenant, c'est le Yukon, qui naît du côté canadien, dans l'état du Yukon, mais qui va se jeter donc dans la mer de Bering et qui traverse en fait toute cette partie du territoire sur environ 2000 kilomètres. Vous allez voir que le Yukon, il a une histoire qui est liée à la découverte du territoire et surtout à la fameuse ruée vers l'or du Klondike, dont je vais aussi vous parler maintenant. Donc voilà ce que ça peut donner. En gros, lorsque l'on sillonne l'Alaska sur ses routes intérieures, on est entouré continuellement par des chaînes de montagnes et par une forêt qui est ce qu'on appelle la taïga. Alors la taïga, c'est une forêt en fait qui est composée de conifères, qui est composée d'épicéas, de sapins, que l'on va retrouver sur toute la partie nord du continent jusque dans la partie de l'est du Canada. Et plus on monte au nord et plus cette taïga va se raréfier pour finalement arriver à ce qu'on appelle la toundra. Et la toundra, c'est une sorte de désert herbacé avec des vents souvent très violents qui balaient ce désert d'herbes rases. Et on a au-delà du cercle arctique donc une présence de toundra. Dans votre voyage, comme je vous ai dit, ce que l'on découvre le plus en Alaska, c'est cette taïga avec ses variétés de pins, de sapins et d'épicéas, donc sur 3500 km de l'Alaska jusqu'au Québec. Quant aux lacs et aux cours d'eau, regardez les merveilleuses couleurs turquoises et bleutées que l'on a de ces différents lacs que l'on va trouver
parsemés un petit peu partout dans la taïga, avec au loin les montagnes enneigées qui donnent des paysages extraordinaires. C'est aussi en Alaska que se trouve la montagne la plus élevée de toute l'Amérique du Nord, qu'on appelait jusqu'à il y a encore très peu de temps la montagne de Denali. En fait, elle s'appelait la montagne McKinley. Elle a été débaptisée par Barack Obama qui lui a laissé son nom original indigène de Denali. Et elle a été rebaptisée, le mont McKinley, très récemment par M. Donald Trump, M. McKinley ayant été un personnage important de l'histoire nord-américaine au début du XXe siècle, à qui on doit la conquête de Porto Rico et également l'incorporation de l'État d'Hawaï. Donc, entre Denali et McKinley, voilà, souvent, du coup, on utilise un petit peu les deux noms. Mais cette montagne, donc, elle domine toute cette chaîne de l'Alaska Range, de sa hauteur, de son aspect massif. Elle est parfois un peu difficile à observer parce qu'elle est souvent dans les nuages. Donc, cette photo-là est un petit peu une exception, on va dire. Mais elle atteint les 6194 mètres d'altitude. Donc, elle domine effectivement tout cet endroit. Et c'est surtout dans le parc de Denali, plus au nord, qu'on peut effectivement contempler celui qui est haut. C'est ce que veut dire Denali en langue inuit. Pour revenir un petit peu aux origines de ce territoire si particulier, eh bien, il faut revenir à l'ère glaciaire. Au moment de ce qu'on appelle le Pléistocène, qui est en fait une période géologique qui s'étend sur 2 millions d'années. Cette période géologique, elle a été entrecoupée de périodes glaciaires, de périodes de réchauffement, puis une autre période glaciaire. Maintenant, nous sommes dans une période de réchauffement, mais la dernière période glaciaire, qu'on appelle la période Wisconsin, on la connaît très très bien. Elle s'est déroulée entre moins 13 000 et moins 8 000 ans avant Jésus-Christ, et elle avait vu se former dans toute la partie nord du continent américain, mais aussi du côté asiatique, donc en l'occurrence du côté russe, d'énormes glaciers qui ont fait baisser le niveau de la mer d'environ 130 mètres et libérer toute une langue de territoire que vous voyez ici, qu'on appelle la Béringie. Et cette langue de territoire va permettre d'unir la péninsule du Cap Prince de Galles en Alaska avec la péninsule du Tchoukotla qui se trouve du côté russe, formant de cette façon-là une sorte de pont de terre qui va unir les deux continents et dans lequel eh bien, on va pouvoir observer le passage de différents types d'animaux, mais aussi le passage des premiers hommes qui, venus de la partie asiatique, vont migrer sur le continent américain. Donc, en réalité, entre les deux péninsules, on a à peine 150 km d'écart. Mais du nord au sud de la Béringie, comme vous le voyez sur cette photo, on a plus de 1000 km. Donc on est sur un territoire très important qui va créer ce pont naturel et qui va unir le continent américain au reste de l'ancien monde. Et à partir donc de 15 000 ans avant Jésus-Christ, il est avéré que l'homme américain est présent sur le continent, mais on a toute une discussion à l'heure actuelle sur laquelle je ne rentrerai pas dans les détails maintenant, mais on a toute une discussion qui maintenant a tendance à repousser les dates d'arrivée de l'homme américain sur le continent au-delà de 30 000, voire peut-être 40 000 ans avant Jésus-Christ, parce que ce phénomène d'apparition de ces terres, de cette Béringie, ça s'est provoqué à la dernière ère glaciaire, mais ça s'était provoqué déjà auparavant, à l'avant-dernière ère glaciaire, justement entre 40 et 25 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc à ces époques-là, eh bien, le continent nord-américain était peuplé de ce qu'on appelait la faune, la mégafaune du Pléistocène, avec des mammouths laineux, des mammouths classiques, et à droite, comme vous le voyez, eh bien, on avait des ours à face aplatie, des bisons géants, des tatous géants, des tigres à dents de sabre, des paresseux géants. Donc une faune tout à fait particulière dont il ne nous reste maintenant qu'un exemplaire, dont je vous parlerai tout à l'heure. Cette faune, elle a disparu à partir de 8000 ans avant Jésus-Christ, lorsque le climat va se réchauffer et que donc cette faune va être remplacée par une plus petite faune que l'on connaît à l'heure actuelle. Et donc, l'homme qui chassait le mammouth et qui le piégeait dans différents endroits, eh bien, va suivre ces cohortes d'animaux et va être amené à traverser ce qu'on appelle maintenant le détroit de Bering, passant d'une péninsule à l'autre, et ce qui va l'amener sur le continent américain.
Seulement, comme vous le voyez sur cette carte, eh bien, l'Alaska, en fait, c'est une voie de passage et on a deux grands glaciers qu'on appelait le glacier des Laurentides et le glacier de la Cordillère qui recouvraient toute cette partie nord du continent. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit, mais les gens qui passaient là, ils se retrouvaient de l'autre côté devant des murs de glace. Donc, comment faisaient-ils pour pénétrer à l'intérieur du continent? Eh bien, on s'est rendu compte, en fait, que l'intérieur de l'Alaska n'était pas recouvert de glace. La glace, elle était concentrée dans la partie sud, le long justement de la ligne de marque la ligne du Pacifique, et que la partie centrale de l'Alaska pouvait être utilisée par ces hommes pour traverser une partie du territoire, que le nord du Yukon, que vous voyez également sur cette carte, était exempt de glace. Et on y a retrouvé sur tout ce territoire eh bien, des restes de ce qu'on appelle des micro-lames, qui sont en fait des lames de silex qui ont été taillées par l'homme pour faire des outils tranchants qui lui servaient à couper des peaux, à se faire des vêtements à base de peaux d'animaux, qui servait également pour la nourriture. Et cette technique des micro-lames, eh bien, elle est antérieure à 15 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui prouve qu'en réalité, il y a eu des gens qui étaient présents avant cette date, on va dire, un peu fixée à l'heure actuelle par la communauté scientifique. Et justement, dans le nord du Yukon, un site qui s'appelle Old Crow ou un autre site qui s'appelle Bluefish Cave ont permis de mettre en évidence des restes, par exemple, à gauche, vous le voyez, de mâchoires de cheval qui avaient été grattés, dont on avait enlevé la chair en grattant l'os. Vous voyez les marques sur l'os ici qui apparaissent. Donc, ça veut dire que la viande a été cuite, a été consommée. Et de même qu'à droite, vous voyez des restes de burin et de micro-lames qui ont été travaillés par l'homme. Or, ces deux sites, Old Crow est un site que l'on peut remonter jusqu'à 30 000 ans avant Jésus-Christ et Bluefish Cave est un site qui est daté entre 22 et 26 000 ans avant Jésus-Christ. Ces deux sites sont tout à fait fondamentaux pour l'étude de la présence humaine sur le continent américain, mais ce sont des datations qui, à l'heure actuelle, bien sûr, sont toujours en discussion, en débat, puisque tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont ces outils, sur les datations correspondant à ces outils. En tous les cas, l'homme américain, à partir de 15 000 ans, il est là, ça c'est sûr, et on va avoir toute une succession en fait de cultures qui vont être présentes en Alaska, et également des gens qui arrivent à partir de 8 000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant que les glaciers ne fondent et que le niveau de l'eau ne recouvre tout ce territoire de la Béringie, formant ce qu'on appelle maintenant le détroit de Bering. Et donc, ces différentes cultures qu'on appelle communément les Esquimaux, mais en fait, on les appelle les Inuits, sont en fait plus complexes que cela, puisqu'on a des groupes différents, et on a une culture très importante à partir de 1000 ans avant Jésus-Christ, qui est la culture d'Orsay. Cette culture d'Orsay, elle est présente en Alaska, mais elle va migrer dans la partie nord du Canada, elle va aller jusqu'au Groenland, et cette culture d'Orsay est une culture de gens très évolués, très impliqués dans la gestion de leur environnement, qui ont su tirer parti des caractéristiques de cet environnement qui, il faut bien l'avouer, nous paraît quand même franchement hostile, surtout à cette époque-là, puisqu'ils vont, avec la chasse aux phoques, savoir tirer parti de tout dans le phoque, c'est-à-dire la fourrure, les os, la viande, les tendons, et vivre à base de cette ressource naturelle très importante. On a du bois flotté qui va leur permettre de réaliser, d'avoir du feu d'abord, et puis de pouvoir réaliser différents objets. Le masque que vous voyez là est fait en andouillé, c'est-à-dire en bois souvent de caribou. Et puis, la dentition et l'ivoire de morse va être sculpté pour faire ces jolies petites représentations que vous voyez de phoques. Ces deux éléments nous montrent que ces populations avaient également des croyances religieuses, une organisation sociale, une organisation politique, qu'ils avaient des croyances dans une vie après la mort, qu'il y avait des cérémonies de type chamanique. Bref, sans non plus rentrer trop dans le détail, la culture d'Orsay est une culture extrêmement élaborée. Et c'est une culture d'autant plus intéressante qu'elle est un petit peu mystérieuse car on ne sait pas comment elle a disparu. Les d'Orsay ont disparu. Les communautés actuelles que l'on trouve en Alaska
pour certaines, sont les héritiers de cette culture d'Orsay, mais à partir 1300-1400 de notre ère, elle sera remplacée par la culture Thule, qui va être que celle que l'on trouve au Groenland, dans le nord du Groenland à l'heure actuelle, et dans le nord du Canada. Mais les Dorsais sont un élément important de la chaîne de développement culturel que l'on va trouver dans la partie de l'Alaska. À l'heure actuelle, pour toutes les communautés qui habitent, alors surtout dans la partie nord de ce territoire, on doit mettre en place des stratégies d'adaptation, des stratégies de survie dans un environnement pas toujours évident. Et regardez par exemple ici un petit exemple de ces habitations semi-souterraines que l'on utilisait probablement déjà à l'époque des Dorsais et qui sont constituées de maisons donc dont le passage, regardez, l'ouverture se fait à l'extérieur avec un pan incliné et qui permettait de filtrer l'air, d'éviter que l'air froid ne pénètre dans l'habitation et d'empêcher aussi des mammifères comme les ours blancs par exemple de vouloir attaquer les habitants à l'intérieur. Donc on est dans des maisons qui sont extrêmement bien protégées, extrêmement bien adaptées à un environnement froid, à des températures extrêmes telles que l'on peut les trouver dans le nord du pays. Et ces maisons sont encore utilisées à l'heure actuelle par ces populations dans le nord de l'Alaska. Mais je vais vous proposer de partir un petit peu plus vers le sud, puisqu'on va découvrir ce qui correspond davantage à la croisière que vous propose Intermed à travers ce territoire, dans l'archipel Alexander, que l'on appelle aussi l'archipel du passage intérieur. Alors, cette partie-là du territoire d'Alaska, vous le voyez, c'est cette petite bande dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc mitoyenne avec la partie canadienne et qui est occupée par, là vous le voyez beaucoup mieux, par des fjords, par des petites îles, par des petits îlots, et avec une présence très importante de forêts, dont vous voyez ici dans la partie sud la Misty Fjord, qui est la plus grande forêt de climat tropical tempéré au monde, qui s'étend sur 70 000 km². Et cette forêt-là, ce n'est pas la taïga, c'est une forêt de type tropical, c'est-à-dire avec une végétation particulièrement dense. Mais ce qui fait que cette forêt peut exister à l'heure actuelle et que l'on a aussi toutes les forêts de la British Columbia qui se trouvent tout autour, eh bien c'est grâce à une bestiole, un poisson qui est le saumon. Alors le saumon, vous le voyez sur cette photo, en fait on a 5 espèces de saumon à l'heure actuelle en Alaska. La truite que vous voyez en haut à droite et en bas à gauche, vous les laissez de côté parce que là c'est de l'élevage, mais c'est le seul endroit du monde où on a 5 variétés de saumon sauvages. Le sokeki, le chum, le chinook, le koro et le pink. Le plus important, c'est le chinook. Le chinook, c'est un poisson, donc un saumon qui peut atteindre 50 kilos. Donc, autant vous dire que c'est le plus gros de toute cette catégorie de saumon. Le plus pêché, c'est le sokeki, que vous voyez également en haut à gauche, qui peut peser quand même, alors je n'ai plus son poids exact, mais enfin il peut être aussi très très lourd. Le chum, c'est le moins bon des saumons. Les Inuits le donnent à manger à leurs chiens. Donc c'est pas vraiment le saumon que l'on consomme. Le koro et le pink, eux, sont beaucoup plus consommés. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces variétés de saumon, c'est qu'ils ont une durée de vie alors assez courte, en général entre 4 et 8 ans. Au bout d'un an ou deux, ils quittent les eaux douces pour partir en haute mer et ils viennent se reproduire sur leur lieu de naissance, donc dans les eaux douces à nouveau, et au moment où ils se reproduisent, ils meurent. Seulement, lorsqu'ils reviennent pour se reproduire dans les eaux qui les ont vus naître, eh bien, c'est une véritable ruée de millions de saumons qui va être présent sur les côtes de l'Alaska. L'année dernière, pour vous donner une petite idée, eh bien, c'est 230 millions de saumons qui a été pêché en Alaska. Donc, pêchés, ça veut dire qu'il y a ceux qui n'ont pas été pêchés, qui ont servi d'alimentation, notamment pour les ours bruns et les ours noirs qui fréquentent la région. Et donc, c'est une industrie absolument phénoménale. Mais outre le fait que ça rapporte
beaucoup d'argent à l'Alaska, que c'est une industrie importante qui fait travailler beaucoup de monde. Le saumon, lorsqu'il se décompose, une fois qu'il a libéré ses œufs et qu'il meurt, eh bien, il va déposer de l'azote et du phosphore au fond de la rivière et sur les bords de terre. Et cet azote et ce phosphore vont alimenter en fait une chaîne de nutriments pour la forêt. Et cette forêt donc tropicale, très dense que l'on va trouver dans cette région, elle ne peut exister que grâce au saumon. C'est la décomposition de la chair du saumon qui va alimenter la couche de nutriments que l'on trouve dans cette forêt. Et il y a un autre poisson très important dans cette partie du territoire qui vous est proposé régulièrement dans les restaurants en Alaska, qui s'appelle le halibut, que nous on appelle le flétan du Pacifique, dont vous voyez ici une photo. Et ce flétan du Pacifique peut aller mesurer entre 1,50 m et 2 mètres de long. Il peut peser jusqu'à 300 kg. Et la particularité, c'est le plus grand poisson plat au monde et il a les deux yeux du même côté. Alors, je vous avouerai que moi, au début, je n'étais pas convaincue par cette particularité de ce poisson. Il naît avec un œil de chaque côté, mais un des yeux va migrer sur l'autre côté. Donc, quand on voit ce poisson plat, effectivement, il a les deux yeux du même côté. Et le flétan, eh bien, donc, est un animal extrêmement consommé en Alaska et qui est particulièrement savoureux. Tout le long de la côte, donc, qui est, comme je vous ai dit, composée de fjords et de petits passages intérieurs, eh bien, on trouve plusieurs villes. La ville de Kensington, par exemple. On a aussi la ville de Wrangler, la ville de Sitka, qui sont des petites agglomérations, en général, qui ont une population entre 10 et 15 000 habitants. Donc, ce sont des toutes petites populations, mais qui sont très importantes parce que ce sont des points de relais, notamment pour les bateaux de croisière qui vont stationner le long de ces petites villes. Regardez, Kensington est une ville charmante avec beaucoup de constructions en bois, construites sur pilotis le long de ces petits passages intérieurs. L'industrie de la pêche y est très importante grâce au saumon. On a également les usines de mise en conserve de ces saumons pour l'exportation. Et puis maintenant, on a les bateaux de croisière, effectivement, qui débarquent. On a jusqu'à 10 bateaux de croisière par jour qui arrivent dans cet endroit-là, donc qui apporte énormément de touristes et qui fait vivre un commerce local absolument florissant. Mais c'est aussi là que se trouve donc cette forêt de climat tempéré extrêmement dense. Regardez la carte à droite. Vous voyez l'aéroport de Kensington qui est sur une petite île en face à droite et le Misty Fjord qui se trouve un petit peu au sud, dont vous voyez un superbe paysage à droite fait de lacs, de cascades, de montagnes qui tombent à pic à l'intérieur de ces fjords que l'on peut découvrir à la fois en bateau et également faire des survols en avion. Et voilà une petite vue que l'on peut avoir donc lors des survols en avion de cette partie du territoire qui est extrêmement sauvage parce qu'il n'y a pas de route pour y accéder. Même à Kensington, en fait, les routes à Kensington, souvent elles terminent en cul-de-sac parce que la ville n'est reliée à aucun grand axe. Ensuite, c'est soit par bateau, soit par avion que l'on sort de cette agglomération. Donc, en bateau, eh bien, on peut naviguer à l'intérieur de ces fjords et aller découvrir ces paysages spectaculaires. Donc, beaucoup, comme je vous ai dit, d'épicéas. On a beaucoup de ce qu'on appelle aussi les Western Hemlock, qui sont des pruches occidentales. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur de cette forêt. Vous le voyez, c'est beaucoup de mousse, beaucoup de lichen, beaucoup de plantes qui forment une végétation extrêmement dense. Mais si on fait une petite comparaison avec le climat, par exemple, tropical que l'on a du côté de l'équateur, où on retrouve cette densité-là, on a beaucoup moins de variétés d'arbres, de plantes, mais par contre, on a une biomasse qui est beaucoup plus importante. Donc, cette forêt, ce qu'elle perd en diversité, elle le gagne en biomasse. Et donc, ces mousses et ces lichens lui donnent un aspect un petit peu, je dirais, un peu moyenâgeuse. Et dans cette forêt, eh bien, on a aussi les habitants locaux. L'origine de cette forêt, c'est beaucoup d'animaux, comme l'ours noir, par exemple,
que l'on peut observer le long du rivage, justement lorsqu'on pénètre en bateau. L'ours noir, il faut savoir qu'il y avait plus de 2 millions d'ours dans le continent nord-américain jusque dans les années 70. Maintenant, il n'y en a plus qu'entre 500 et 750 000, dont une très forte concentration en Alaska. C'est assez courant de voir des ours noirs sur le long du rivage. Les petites marmottes des bois que l'on peut aussi apercevoir assez facilement, et les mouflons. Alors eux, en général, ils sont un petit peu plus en altitude sur les pans des montagnes environnantes. Et puis, des animaux typiques de cette région, comme l'orignal. L'orignal, c'est l'élan du Canada. Donc, lui, il est présent sur tout le territoire canadien. C'est un animal massif, très important, beaucoup plus haut au garrot que le cheval. Il peut peser quand même 600 kilos pour un animal moyen, mais jusqu'à 800 kilos pour un gros mâle, avec donc ces bois plats très caractéristiques. Le grizzly que vous trouvez, alors le grizzly en réalité, on va le trouver davantage dans les montagnes et la toundra, qui est le plus gros ours brun du continent, et également le caribou. Alors le caribou, on en a plusieurs espèces en Alaska et au Yukon. On l'appelle le caribou de Grant, qui est parfois, vous le voyez, avec des bois absolument magnifiques et assez importants, qui peut peser entre 145 et 90 kilos. Et là, eh bien, en Alaska, on a plus de 1 300 000 caribous, si bien que pendant l'hiver, par exemple, en Alaska, on n'a pas de congestion et de trafic automobile qui empêche de circuler. Ce qui gêne la circulation, ce sont les migrations des troupeaux de caribous qui vont passer d'un endroit à l'autre du continent et qui vont bloquer des axes routiers, ce qui est toujours assez amusant quand on évoque cela. Du côté maritime, tout le long de ces fjords et de ces passages, l'animal vedette, bien sûr, ce sont les baleines, qui sont les baleines à bosse, qui viennent se reproduire en fait dans ces eaux chaudes, qui viennent se nourrir dans ces eaux chaudes entre les mois de juin et les mois de septembre. Et ces baleines à bosse, elles sont très particulières, on peut très facilement les apercevoir quand on navigue dans ces endroits-là. Elles font des sauts parfois, comme cette magnifique photo le prouve, mais elles ont surtout une technique de chasse très particulière qu'on ne voit qu'en Alaska, qui veut qu'elles plongent sur environ 15 mètres en dessous de bancs de poissons, et en remontant, elles vont laisser sortir des petites bulles qui vont entourer en fait les poissons, qui vont les désorienter, et elles vont se mettre à plusieurs à tourner autour de ce banc de poissons en remontant, en faisant apparaître le poisson à la surface, et à la fin, regardez la photo à droite, elles ouvrent grand leur gueule et elles ramassent en fait tout le poisson à la surface de l'eau. Une technique absolument incroyable de coordination des baleines entre elles pour optimiser la chasse. Alors, je ne vous cache pas que ça ne dure que quelques jours dans l'année. Je pense que c'est entre 1 semaine et 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il faut être là au bon moment. C'est un privilège de voir, de vivre ça en direct, mais avec un petit peu de chance, peut-être que vous aurez l'occasion de les observer. Et un autre petit poisson est très important pour cette partie du territoire. C'est un poisson qu'on appelle le poisson chandelle ou le lachon. Alors, vous voyez, il n'est pas mine, lui, il est tout petit, mais il est très riche en graisse. Et ce petit poisson, eh bien, figurez-vous que depuis 9000 ans avant Jésus-Christ, il fait l'objet d'un commerce entre les différentes tribus amérindiennes qui peuplent ce territoire. Et on va le trouver donc aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur des terres. Il fait l'objet d'échanges à longue distance, parce que c'est avec cette huile que l'on va fabriquer et inventer la lampe à huile. La lampe à huile, il faut savoir qu'elle n'est présente que sur le continent, la partie nord du continent américain. On n'en a pas dans le reste du continent, ni en Amérique centrale, ni en Amérique du Sud. Et que donc les Inuits et les autres populations utilisaient cette huile de ce poisson pour fabriquer ces lampes à huile. Et dans cette partie justement du golfe d'Alexander, eh bien, on va trouver une ethnie qu'on appelle les Tlingits, que vous allez pouvoir découvrir au cours de votre visite à travers différents lieux que vous allez visiter. Vous voyez qu'ils occupaient un territoire très important
qu'ils occupent encore, parce qu'il y a toujours des descendants de cette ethnie Tlingit, qui est en fait très proche d'une autre ethnie qu'on trouvait au Canada, que sont les Haïda. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les Haïda, on les trouve le long de la British Columbia jusqu'à l'île de Vancouver. Et les Tlingit et les Haïda partagent beaucoup de traditions en commun. Donc, on sait que ces gens sont présents depuis 9000 ans avant Jésus-Christ, même si on n'a pas de traces archéologiques de leur présence vraiment avant 6000, 5000 ans avant notre ère. Mais ils ont une particularité, c'est que toutes ces ethnies vont être des gens qui vont se sédentariser. Et devinez ce qui va les faire se sédentariser, c'est le saumon. Eux avaient bien compris avant nous que le saumon était une richesse absolument incroyable et qui va leur permettre d'avoir accès à des ressources naturelles phénoménales qui vont effectivement leur donner plus de temps pour se consacrer à l'art. Et ces populations vont ériger des maisons, comme vous le voyez ici à gauche, qui sont faites en bois de cèdre. Alors, on a deux espèces de cèdre, le cèdre rouge et le cèdre jaune. On les reconnaît souvent à l'odeur, parce que le cèdre jaune a une odeur un peu d'œuf pourri, alors que le cèdre rouge ne l'a pas. Et le cèdre jaune, c'est ce qui est le plus commun en Alaska. Le cèdre rouge, on le trouve plus dans la partie de la Colombie-Britannique. Mais en tous les cas, le cèdre va être le bois le plus exploité pour construire ces maisons et pour construire ce qu'on a appelé des totems. Alors, les totems, vous allez en découvrir à plusieurs endroits pendant votre voyage. Ça représente une marque, un marqueur identitaire très fort pour ces ethnies qui, au départ, sculptaient dans du bois de cèdre ces totems, mais ces totems étaient à l'intérieur des maisons et ils servaient de poutre pour supporter la charpente des maisons. Et petit à petit, on va les faire apparaître à l'extérieur et surtout, après le contact avec les Occidentaux, les Anglais, mais aussi les Russes, eh bien, les gens d'Alaska vont avoir accès à des outils en fer, en acier, et vont pouvoir plus facilement tailler leurs totems et donc tailler des superficies plus importantes pour faire des totems qui vont aller jusqu'à 3-4 mètres de hauteur. Vous voyez sur la photo ici à gauche qu'on a par exemple un totem taillé dans la partie centrale de la maison avec une ouverture en bas qui correspond à la porte. On a des petites statues qui sont érigées également aux quatre coins de la maison. Et puis d'autres totems qui sont érigés à l'extérieur, que je vais vous montrer. Et on a également regardé une production de masques très importante qui sont aussi réalisées dans du bois de cèdre, peints avec différentes couleurs minérales, à base de cuivre par exemple, à base de charbon de bois. Et ces masques sont utilisés lors de cérémonies rituelles qui ont lieu notamment pendant les longues soirées d'hiver. Les totems, comme vous le voyez sur cette photo prise à la fin du 19e, eh bien, on les trouve sur les plages. Et on a des totems qui sont là pour accueillir les gens qui arrivent près des villages. On a des totems également qui vont être funéraires, avec souvent des petites boîtes en bois aménagées en haut dans lesquelles on va placer les cendres des défunts. On a des totems en fait qui vont être associés, comme je vous ai dit, à l'architecture des maisons. Et en réalité, au début, lorsque les premiers occidentaux arrivent sur ces terres, on pense que ces totems représentent des divinités, des êtres des dieux ou des déesses. Et en réalité, on a vite compris qu'il n'en est rien. Ces totems sont des emblèmes héraldiques, c'est-à-dire qu'ils vont être associés à des figures héraldiques desquelles se revendiquent certaines communautés. Les familles sont liées à des figures mythologiques qui sont représentées à travers des traits d'animaux comme l'aigle, comme le corbeau, comme l'ours, comme la baleine tueuse, comme l'oiseau tonnerre. Et en fait, ces emblèmes héraldiques eh bien, vont servir à légitimer la présence, la puissance de certaines familles, de certains clans qui ont le droit de raconter des histoires qui remontent aux origines des temps, dans lesquelles leurs ancêtres ont côtoyé ces figures mythologiques. Par exemple, vous voyez à droite un totem qui représente un ours et une baleine tueuse, donc un orque, dans lequel eh bien, la famille va raconter que leurs ancêtres sont allés dans le
dans la rivière et ont été en contact avec ces baleines tueuses, sont allés dans le village des baleines tueuses et celles-ci leur ont donné des outils, un bouclier en cuivre, leur ont remis également des couvertures et que donc, fort de ces cadeaux, eh bien, ces gens pouvaient se réclamer d'une association avec le clan des baleines tueuses. Et ils vont afficher cette histoire sur un totem, ce qui leur donne le droit de pouvoir raconter l'histoire. Mais ce n'est pas que le droit de raconter des histoires, c'est aussi un droit sur des terrains, sur des morceaux de terre qui sont réservés à telle ou telle famille. Donc on a en fait une organisation clanique, une organisation par moitié, puisqu'on a des totems pour des moitiés de population, qui donne en fait une organisation sociale et politique extrêmement complexe, extrêmement codifiée, dans lesquelles chaque famille va se revendiquer d'une association avec un animal mythologique. En réalité, quand on voit un totem, on ne peut le comprendre que si la personne est là pour vous raconter l'histoire liée à ce totem. Alors, on a des grandes histoires par clan, et puis on a des histoires par famille. Et là, eh bien, il n'y a que les gens de la famille qui connaissent cette histoire et qui sont à même de le raconter. La différence entre les totems Tlingit et les totems des Aïdas, par exemple, c'est que chez les Aïdas, on entremêle les personnages humains avec des personnages de représentation d'oiseaux mythiques, et tout ça figure en fait très enchevêtré sur un même totem, alors que chez les Tlingit, comme vous le voyez, on a plutôt des représentations animalières indépendantes et plus faciles à détecter pour les yeux occidentaux. Par exemple, le totem que vous voyez à gauche, on a une baleine tueuse avec la figure en bas, vers le bas, et puis un aigle qui est représenté en dessous. Il y a moins de figures, il y a moins de dessins, mais les histoires, elles, peuvent être extrêmement complexes. Par exemple, ici, la photo du milieu vous montre une petite tête d'ours, mais en dessous, eh bien, non, une petite tête d'aigle, pardon, avec en dessous un visage humain incorporé dans le corps de l'aigle, qui a les ailes déployées, qui tient deux poissons. Donc, on a une histoire de chasse d'un aigle avec des poissons. On voit des petites têtes humaines en bas. Donc, tout ça a à faire avec une chasse. À gauche, vous voyez qu'on a des petits personnages tout en haut du totem et puis d'autres qui tiennent par leurs mains levées ce petit personnage. Et en bas, on a également des oiseaux et une couverture à boutons dont je vais vous parler tout de suite. Et à droite, un totem très amusant qui est un totem beaucoup plus récent, mais qui affiche, je dirais, de façon officielle, la honte qui pèse sur un monsieur qui s'appelait Monsieur Seward, qui va être celui qui va vendre l'Alaska aux Nord-Américains après la volonté de la Russie de se défaire de ce territoire. Et M. Seward avait parcouru l'Alaska, allé voir un peu toutes les communautés amérindiennes, discuter avec les gens, et il avait fait des cadeaux, comme le veut la tradition, pour pouvoir parler avec les gens. On commence à arriver avec des cadeaux. Et on lui avait fait des cadeaux à lui, seulement lui, il n'a pas compris que dans la tradition indigène, il fallait les rendre, ces cadeaux. Et que la tradition indigène veut que quand on accepte des cadeaux, on rende au centuple. C'est-à-dire qu'on rend au moins l'équivalent de ce qui a été offert, voire davantage. Or, lui, il est plutôt arrivé avec peu de cadeaux. Il en a reçu beaucoup, mais il en a donné très peu. Et donc, les Tlingit ont décidé de faire ce totem où on le voit rougi par la honte, et les oreilles, regardez, qui sont de couleur rouge et qui montrent bien que ce monsieur, en fait, n'était pas du tout fiable, n'était pas de confiance. Et cette organisation sociale très complexe, eh bien, elle va s'illustrer à travers des grandes fêtes, des grandes manifestations qu'on appelait des potlatches. Sur ce dessin, ici, vous voyez un chef Tlingit qui est en train de recevoir ses invités qui viennent pour cette fête. Alors, regardez en passant les bateaux utilisés à l'époque par ces communautés, des bateaux en bois de cèdre qui pouvaient recevoir jusqu'à 60 personnes, donc de très grands bateaux, très joliment décorés. Et le chef qui porte un chapeau, si vous regardez, avec un emboîtement de cercles les uns sur les autres. Et chaque cercle représente le potlatch que le chef a organisé. Et ce potlatch, donc lui, il en a quand même 1, 2, 3, 4, 5 quand même. Donc ce chef Tlingit, en fait, il était prestigieux puisque au bout de 1 ou 2 potlatches, vous êtes déjà reconnu comme étant quelqu'un qui a un statut social important dans la société. Un potlatch, ça s'organise en fait
et ça coûte très cher. Parce que celui qui l'organise va dépenser énormément d'argent, mais surtout énormément va donner beaucoup de cadeaux. Alors, ce sont des coffrets en bois, comme vous le voyez ici sur cette image, ce sont des masques, ce sont des boucliers en cuivre, énormément de cadeaux qui vont être donnés à ses invités. Et il va en inviter beaucoup, enfin on a des centaines de personnes qui arrivent pour ces potlatches. Seulement chaque personne qui reçoit un cadeau, tout ça est strictement consigné, ce qui veut dire que la personne va devoir rendre ce cadeau multiplié au moins par 2 en termes de valeur. Donc ces potlatches, en fait, au fur et à mesure du temps, ça va crescendo. Et au début du XXe siècle, eh bien, les familles indigènes se ruinaient littéralement pour organiser ces potlatches, et ça va souvent ça va déborder, les femmes allaient en ville se prostituer, les hommes acceptaient de faire un petit peu tout et n'importe quoi pour obtenir de l'argent, simplement pour organiser cette fête prestigieuse qui leur permettait de monter au sein de leur société indigène. Et cette photo, elle est intéressante parce qu'elle vous montre des chefs locaux avec derrière, regardez les décorations de l'intérieur des maisons et des poteaux, des totems d'origine qui servaient à soutenir la charpente, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà des biens prestigieux qui étaient échangés lors de ces potlatches, des boîtes en bois de cèdre que vous voyez à droite, richement décorées, richement peintes. Et le top du top des cadeaux que l'on pouvait faire, eh bien, c'était des boucliers en cuivre que vous voyez ici à gauche, qui étaient également gravés, peints, décorés. Et je dirais, l'action la plus admirée, la plus valorisante pour un chef, c'était de casser ce bouclier en cuivre et de jeter les morceaux dans la rivière, d'un air de dire, moi, ça, je peux vous en offrir une quantité phénoménale, alors qu'un bouclier en cuivre, eh bien, c'était une production très rare et extrêmement valorisante. Et on disait que les petits morceaux de cuivre allaient devenir des saumons qui, plus tard, allaient se reproduire dans la rivière. Donc, les cadeaux étaient constitués aussi par ces fameuses couvertures à boutons, regardez, que je vous ai montré sur le totem. Les couvertures à boutons, ça c'est amusant, ce sont des tissus de coton, donc amenés par les Occidentaux, et on va tisser dessus des petits boutons de nacre. Et on va former des figures, comme vous le voyez ici, avec ces petits boutons de nacre. Et ça va devenir des couvertures également très recherchées par les différentes communautés indigènes, portées par les chefs et les personnes importantes. Quant aux hochets en bois que vous voyez à gauche, là, c'était plutôt des instruments utilisés par les chamans, puisqu'à l'intérieur, il y a des petites billes, et quand on secoue les hochets, eh bien, ça permettait de rythmer, de scander une prière ou un chant. Et un autre élément très prestigieux également, ce sont les couvertures qu'on appelle les chilkat, qui sont en fait des couvertures tissées à base d'écorce de cèdre mélangée à la laine des chèvres des montagnes. Chèvre des montagnes, vous la voyez en bas sur la photo, c'est une très jolie chèvre avec, vous voyez, une toison très très dense. Et à droite, vous voyez les vêtements portés par les Tlingit, donc encore au début du XXe siècle, des jambières, des tuniques réalisées, et ces grandes couvertures dans lesquelles on s'enroulait, comme vous le voyez ici à droite, un chaman avec cette couverture en chilkat qui pouvait représenter un an de travail quand même pour les femmes qui les réalisaient. Et à gauche, vous avez une représentation, parce que malheureusement, on n'en a pas beaucoup dans les musées, mais on en a quelques-unes, des armures Tlingit. Des armures qui étaient faites, regardez, en plaques de bois, cousues entre elles, très flexibles, qui s'adaptaient en fait au mouvement du corps. Et regardez en fait le masque qui couvre toute la partie basse du visage. Les Tlingit n'étaient pas des gens pacifiques, hein. C'était des guerriers, c'était des gens qui étaient en constante guerre et confrontation avec leurs voisins. Et plus tard, eh bien, ces armures étaient tellement bien faites, tellement denses, elles protégeaient tellement bien le corps, que lorsque les Occidentaux arrivent avec des armes à feu, eh bien, il suffira de rajouter des bandes de cuir pour que cette armure protège des balles. Donc c'est pour vous dire à quel point elles étaient magnifiquement bien réalisées. Le petit village de Klawak est un des villages qui fait partie de vos escales pendant cette croisière et qui vous permettra de découvrir justement une partie de ce riche patrimoine de Tlingit. Et regardez à droite une photo qui vous montre une réunion Tlingit en 1951.
les potlatchs vont être interdits par le gouvernement américain parce que justement, ils donnaient lieu à beaucoup trop de débauches et beaucoup trop de précarité pour certaines familles qui, comme je vous ai dit, s'endettaient ou avaient des comportements donc déviants dans le but de pouvoir organiser ces réunions. Donc la culture Tlingit, elle est fondamentale, elle est très importante pour la constitution même de la culture locale alaskienne. Mais en fait, ces autres cultures dont je vais vous parler après, tout a été bouleversé à partir du moment où les Russes ont découvert le détroit de Bering. Donc on est en 1648. Et c'est Monsieur Desnev qui va être le premier à découvrir, la première expédition qui va être menée et qui va découvrir ce fameux détroit. Mais en fait, l'histoire va reconnaître surtout l'expédition en fait de Monsieur Vitus Bering qui va organiser à partir de 1728 une première reconnaissance le long des côtes du Kamtchatka et à partir de 1733 une deuxième expédition qui va l'amener, comme vous le voyez, à reconnaître les îles Aléoutiennes et il va monter jusque dans le golfe de l'Alaska. Il va découvrir les cultures aloutiques et Chugach dont je vais vous parler tout à l'heure dans la péninsule de Seward et il va côtoyer, il va découvrir aussi certains sites Tlingit. Donc à partir de ce moment-là, les Russes comprennent qu'il y a effectivement une mer qui sépare ces deux continents, mais ce qu'ils vont découvrir surtout en naviguant tout le long des îles Aléoutiennes, eh bien, c'est la faune locale. On va découvrir des espèces uniques que M. George Steller, qui était à bord des bateaux de Vitus Bering, va nommer, comme par exemple les otaries de Steller, l'aigle de Steller, un lamantin également, mais qui a disparu depuis, une espèce qui n'existe plus à l'heure actuelle. Mais surtout, ce que l'on va découvrir, c'est cette adorable petite bestiole que sont les loutres de mer. Les loutres de mer, on en a en quantité, c'est des millions d'animaux que l'on trouve tout le long des îles Aléoutiennes, dans la péninsule de Seward, dans le Prince William Sound, tout le long de la côte sud de l'Alaska, il y en a énormément. Or, malheureusement pour cette adorable bestiole, sa fourrure est très recherchée. La loutre est l'animal qui a la densité de poils la plus dense au monde au centimètre carré. 170 000 poils par centimètre carré. Et donc cette fourrure se vendait à l'époque à prix d'or sur les marchés asiatiques. Donc les Russes vont s'orienter très vite dans l'exploitation de cette ressource naturelle et vont se mettre à massacrer des milliers, des dizaines de milliers de loutres pour en obtenir la fourrure. Seulement, ils ne vont pas le faire eux tout seuls, ils vont aller mettre en esclavage les populations indigènes locales et les obliger à travailler pour eux. Celui qui va mettre en place ce système d'exploitation, c'est M. Alexander Baranov, qui était un monsieur extrêmement intelligent, extrêmement rusé, qui va d'ailleurs se marier avec un indigène local et qui pendant 27 ans va servir la compagnie qui va organiser ce commerce, mais qui va réduire en esclavage toutes les populations de la côte, depuis les îles Aléoutiennes jusqu'à Prince William Sound, et dans l'île de Kodiak également, pardon, excusez-moi, où les indigènes vont devoir donc travailler pour les Russes et aller chasser et capturer ces petites bestioles. Seulement, vous imaginez bien que ça ne va pas toujours très bien se passer, du coup, entre les indigènes et les Russes, puisqu'il y aura beaucoup d'exactions, il y aura beaucoup de massacres de commis. À l'île de Sitka, dans l'archipel Alexander, eh bien, les populations Tlingit, justement, vont se rebeller contre les Russes. Il y aura une bataille qui va se solder par la victoire des Russes, qui sont bien sûr beaucoup mieux armés que les indigènes de l'époque, même si leurs armures étaient très efficaces, et donc qui va marquer, eh bien, marquer dans le sang, malheureusement, ce rapport entre les Russes et les indigènes. Mais les Russes ne font pas qu'exploiter les ressources, ils amènent avec eux aussi une nouvelle religion, qui est la religion orthodoxe, qui va être déployée très rapidement dans tout ce territoire, puisqu'on va trouver des églises orthodoxes qui existent encore à l'heure actuelle, justement à Sitka, l'église que vous voyez ici à droite, une petite absolument charmante qui se trouve
à Juneau. On va en trouver également un Alaska, donc dans les îles Aléoutiennes. Et donc, celui qui va être qui va se faire un petit peu le promoteur de cette religion orthodoxe, eh bien, va devenir en fait l'évêque local sous le nom de Saint-Innocent, monsieur Veniaminov. Alors, vous voyez ici une autre petite église orthodoxe dans les environs d'Anchorage. J'ai regardé le cimetière qui est très amusant. Ce sont des petits coffrets de bois, en fait, de bois peint avec de très jolies couleurs. Et on enterre donc, on met le corps à l'intérieur, mais en fait, le corps se décompose dans ces petites boîtes et n'est pas déposé sous terre. Ce monsieur, donc, le premier archevêque, Veniaminov, va venir à l'île de Kodiak avec 8 prêtres orthodoxes que vous voyez représentés ici sur cette photo et va convertir donc au fur et à mesure du temps toutes les communautés à la religion orthodoxe. On a même, donc voilà son portrait ici, monsieur Veniaminov, qui en devenant archevêque va prendre le nom de Saint-Innocent. Dans la ville de Juneau, par exemple, on a des chefs indigènes qui vont se convertir à la religion orthodoxe après avoir eu des rêves dans lesquels eh bien, ils ont vu un monsieur à la barbe blanche et qu'ils vont reconnaître dans des icônes comme étant Saint Nicolas. Et ayant identifié ce personnage de leur rêve, eh bien, ils acceptent effectivement de se convertir à la religion orthodoxe. Mais en réalité, on aura ici un petit peu ce qui s'est passé ailleurs en Amérique, c'est-à-dire que sur un vernis, on va dire chrétien, si on gratouille un petit peu derrière, eh bien, les traditions indigènes, elles sont toujours présentes, elles n'ont jamais été complètement éradiquées, complètement oubliées, et elles perdurent encore à l'heure actuelle. Mais pendant que les Russes étendent leur présence en Alaska, eh bien, du côté américain et du côté européen, on reconnaît également ces territoires. Des gens comme James Cook, comme George Vancouver vont réaliser des expéditions tout le long de la côte, cherchant souvent ce fameux passage du Nord-Ouest qui leur aurait permis de relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Ça, c'est pour monsieur George Vancouver. Et James Cook, lui, il va monter tout le long de cette côte d'Alaska et redescendre ensuite à l'intérieur du Pacifique. Mais les Européens, eux, vont avoir des relations plus pacifiées, on va dire, avec les Amérindiens. On échange des fourrures, on fait du commerce avec les Indiens. Mais un petit peu plus tard, par contre, l'industrie la plus importante, ce sera la chasse à la baleine, où là, par contre, les baleiniers vont massacrer des centaines et des centaines de baleines à bosse pour en faire un commerce extrêmement lucratif que l'on va retrouver jusqu'au début du XXe siècle. Le problème pour la Russie, c'est que d'abord, les Russes vont devoir souvent se trouver en confrontation avec les populations britanniques qui sont présents sur ce territoire ou qui ont des velléités, on va dire, d'installation sur ce territoire. Mais c'est surtout que le territoire d'Alaska est très éloigné des restes de centres habitationnels russes et que amener du matériel, amener de l'alimentation, entretenir ces colonies coûtait très, très cher en réalité à la Russie, qui au bout d'un moment, avec l'exploitation de la fourrure de loutre qui est en baisse parce que l'espèce a presque disparu du fait de la surexploitation, eh bien la Russie décide qu'en réalité ces terres ne représentent plus grand-chose, ne valent plus grand-chose et décide de les vendre. Et c'est donc en 1867, M. William Seward, que vous voyez ici, celui qui avait les oreilles rouges tout à l'heure, qui va donc être mandaté pour discuter des termes de l'achat. Et vous voyez le traité de ratification du territoire qui va être signé donc en 1867 et qui va voir donc tout ce territoire d'Alaska passer dans les mains nord-américaines. Et c'est à ce moment-là que l'on va voir apparaître des colons, donc de façon plus importante, puisqu'ils ont maintenant le droit de circuler sur ces territoires. Donc on en voit qui viennent du Canada, on en voit qui viennent depuis les autres États nord-américains. La ville de Juneau, qui est actuellement la capitale, en fait sera désignée en tant que capitale en 1959, lorsque l'Alaska sera officiellement rattaché en tant qu'État aux restes des États de l'Union. Jusque-là, ce n'était qu'un territoire
Et donc, la ville de Juneau, en fait, elle naît bien avant ça. Elle naît à partir du moment où on va avoir dans les années 1890, une petite ruée vers l'or. Parce que tous ces territoires, en réalité, beaucoup de gens ont déjà flairé que les fleuves qui les alimentaient étaient probablement des fleuves aurifères. Et dans la région de Juneau, eh bien, on a un monsieur qui s'appelait Georges Please, qui va mandater deux hommes, monsieur Joé Junot, qui était un Français canadien, et monsieur Robert Harris, pour aller prospecter cette terre et découvrir donc de l'or. Et effectivement, très rapidement, grâce à un Indien Tlingit, un chef Tlingit qui s'appelait Cowie, eh bien, nos deux prospecteurs vont découvrir plusieurs fleuves aurifères qui ne sont pas des moindres, puisque la ville de Juneau, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, va abriter les trois plus grandes mines d'or au monde. On a la mine de Juneau, celle de Gatineau et celle de la Trendwell Company qui vont rester opérationnelles donc jusqu'au début du XXe siècle, et celle de Gatineau va rester jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc nos deux prospecteurs vont effectivement découvrir ces mines. Monsieur Joe Junot va même participer plus tard à ce qu'on va appeler la grande ruée vers l'or, qui elle n'aura pas lieu à Juneau, mais aura lieu beaucoup plus au nord, dans la région du Klondike, dans la région du Yukon. Alors on n'est plus tout à fait en Alaska, on est au Yukon, c'est-à-dire un État qui appartient au Canada, mais qui va être décisif dans l'histoire de l'Alaska, parce que les deux terres, bien sûr, étant très liées, eh bien, cette découverte de l'or dans des territoires plus au nord va amener des milliers de personnes qui vont venir en fait peupler ces territoires qui à l'époque l'étaient bien peu. Alors, Juneau, je vous ai dit, c'est une ville qui n'a que 30 000 habitants, mais qui va recevoir des milliers de gens qui, à partir de 1896, vont se rendre très rapidement dans le passage intérieur, remonter ce passage intérieur jusqu'à la ville de Skyway. Alors, où va-t-on trouver de l'or exactement? Eh bien, on est dans le territoire du Yukon, dans une petite ville qui s'appelle Dawson. Et cette petite ville est bordée par le fleuve Yukon. Et pour aller à Dawson, eh bien, on n'a pas tellement de choix. Il faut aller jusqu'à remonter le passage intérieur jusqu'à Skyway. Et de Skyway, eh bien, passer un col qu'on appelle le Chilkoot Trail, qui va mener les prospecteurs au milieu même de la chaîne de montagnes pour ensuite arriver jusqu'à Dawson. Qui va trouver cet or en premier? Eh bien, deux individus, monsieur Charlie Dawson, qui va donner son nom à la ville, qui a été élevé, qui était un Indien d'origine Tagish et Tlingit, dont l'oncle, qui s'appelait Sokumjim, l'a élevé. Et le monsieur Sokumjim avait une sœur qui s'est mariée à un monsieur qui s'appelait George Carmack. Et George Carmack et monsieur Robert Anderson, avec Sokumjim et monsieur Dawson, vont être donc quatre personnages qui vont découvrir en 1896 une énorme pépite dans une petite crique qu'on appelle Rabbit Creek, la crique du lapin, à côté de la ville de Dawson. Et la découverte de cette énorme pépite d'or va bien sûr tout de suite faire le tour de la planète. Un navire qui s'appelait l'Excelsior arrive à Seattle quelques mois plus tard, et à bord se trouvent des gens qui vont crier de l'or dans la région de Dawson, dans ce qu'on va appeler la rivière Klondike. Rabbit Creek, en fait, c'est un petit affluent de cette rivière Klondike. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout le monde va vouloir arriver jusqu'à Dawson, qui est donc perdu au milieu le long du Yukon dans cette forêt qui à l'époque n'était accessible qu'en bateau. Et donc on remonte tout le passage intérieur, on contourne tous ces petits îlots et on arrive tout au bout. Vous voyez ici sur la photo, en fait, le port qui est situé à la fin de ce passage intérieur, qui est le port de Skyway, et qui avait à côté un autre petit port, le port de Dia, dont vous voyez ici toutes les marchandises qui arrivaient, qui étaient stockées, parce que juste derrière Dia
se trouvait ce fameux chemin de Chilkoot Trail qui fait 53 km, mais en montée, et qu'il fallait monter pendant l'hiver, passer un col à 800 mètres. Pourquoi pendant l'hiver? Eh bien parce qu'il fallait arriver en haut de ce col à la fin de l'hiver pour qu'au début du printemps, le long d'un lac qui s'appelait le lac Bennett, on ait le temps de construire des bateaux qui, au moment de la fonte des neiges, permettaient de relier ce lac au Yukon et ensuite de descendre tout droit vers Whitehouse et ensuite la ville de Dawson. Donc c'était toute une épopée absolument incroyable. Et regardez les gens qui portent toutes leurs marchandises sur le dos, si bien que l'année d'après, en 1898, eh bien, il faudra imposer en fait à tout le monde d'arriver avec des marchandises leur permettant de survivre pendant cette année de marche et de passage vers la ville de Dawson parce que beaucoup de ces pionniers mouraient de faim en cours de route. Et donc le problème, c'est qu'il fallait, regarder, monter ce Chilkoot Trail qu'on appelait aussi les Golden Stairs, les marches dorées, pour passer ce col et regarder cette file de gens absolument incroyable. Celui qui a le plus témoigné de cette ruée vers l'or du Klondike, c'est Jack London, que vous voyez ici à droite, qui en tant que journaliste a participé à cette ruée vers l'or. Il a résidé pendant quelques temps à Dawson et c'est là où il va donc s'inspirer de cette expérience pour écrire Cro-Blanc, L'appel de la forêt que l'on connaît tous. Et donc c'est une petite ruée vers l'or qui ne dure en réalité que 2 ans, mais qui va voir arriver des milliers et des dizaines de milliers de gens. Pour vous donner une petite idée, la ville de Skyway, qui va voir arriver tous ces prospecteurs, elle passe de 1000 à 10 000 habitants en même pas un an. Et ça va continuer par la suite. En arrivant en haut du col, donc on arrive à côté d'un lac qu'on appelle le lac Bennett. Et vous voyez cette photo où on a toutes les implantations, les campements des prospecteurs. Et là, on se met à construire les bateaux. Et ces bateaux vont ensuite permettre de descendre le Yukon. Une petite parenthèse quand même que je trouve assez rocambolesque. Dans cette ville, vous imaginez, construite de briques et de brocs, un campement provisoire. À l'heure actuelle, il n'en reste quasiment plus rien de ce campement. Eh bien, il y a un édifice, un restaurant, un hôtel, qui était en fait un hôtel de passe, parce que bien sûr les péripapéticiennes étaient présentes également sur cet endroit. Et bien cet hôtel de passe était géré, vous n'allez même pas imaginer qui était le propriétaire de cet hôtel de passe. C'était le grand-père de Monsieur Donald Trump, un atavisme dans la famille. Qui, pendant donc toute cette époque de la ruée vers l'or, va faire fortune grâce à ce qu'on appelait l'Arctic Restaurant and Hotel. Et donc, les prospecteurs construisent leur bateau et au printemps, eh bien, ils descendent le long du fleuve. Ils vont passer les rapides de Whitehorse et continuer ensuite vers la ville de Dawson. Bien sûr, ce sont les premiers arrivés, les premiers servis. Autant dire que peu de monde vont vraiment s'enrichir lors de cette ruée vers l'or. Ce sont surtout les grandes compagnies d'exploitation de minerais qui, grâce à des machines et une industrie développée, vont pouvoir exploiter les filons. Voilà à quoi ressemblait la ville de Dawson au moment de l'arrivée des prospecteurs d'or. Mais ce qui est assez amusant, c'est que cette ville n'a pas changé. À l'heure actuelle, lorsque l'on va au Yukon et que l'on va à Dawson, on retrouve les constructions en bois, les maisons peintes, les bars avec les portes battantes. Enfin, c'est toute une ambiance qui est restée intacte depuis 1898 et que les habitants se font un plaisir de maintenir pour redonner un petit peu vie à cette glorieuse époque de la naissance de Dawson. Donc la ville de Skyway, qui voit partir ses prospecteurs, à l'heure actuelle, elle a gardé, elle aussi, vous voyez sur la photo, beaucoup d'architecture de l'époque. La ville de Skyway, à l'heure actuelle, elle est fréquentée par les bateaux de touristes, puisque les bateaux de croisière remontent le passage intérieur, vont jusqu'à Skyway, ensuite font demi-tour et redescendent le passage intérieur. Et la ville a à peu près 800 habitants en temps normal. Elle arrive à 30 000 habitants pendant les périodes d'été, lorsque les bateaux de croisière arrivent. Et à droite, vous voyez une photo panoramique de la petite ville actuelle de Dawson, le long du fleuve Yukon, qui donc a gardé,
comme je vous ai dit, non seulement ses caractéristiques, mais sa superficie d'origine. Et donc, tout le long de votre parcours, eh bien, vous allez pouvoir profiter de la vue sur les différents glaciers. L'un des glaciers les plus facilement accessibles, c'est celui qui est à côté de Juneau, qui s'appelle le Mendenhall, qui est un très beau glacier, mais tous ces glaciers, à l'heure actuelle, reculent de façon de plus en plus importante au cours des ans. Mais le glacier de Mendenhall est un glacier que l'on peut approcher à pied. Mais lors d'une croisière, vous allez surtout aller explorer toutes ces langues de glace qui sont alimentées par ce qu'on appelle des champs de glace, qui eux se trouvent à l'arrière, dans les montagnes, qui sont souvent des champs de glace sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés et qui alimentent plusieurs glaciers. Et l'intérêt, c'est de s'en approcher au plus près pour voir les glaciers vêlés, c'est-à-dire voir des pans entiers de glace qui vont se casser et tomber bruyamment dans l'eau, créant des vagues très importantes, raison pour laquelle d'ailleurs les bateaux ne s'approchent pas trop près de la partie frontale des glaciers, mais vous pourrez en admirer la couleur, vous pourrez en admirer le son. On a l'impression que ces glaciers sont vivants et voir ces énormes morceaux se détacher est quelque chose d'absolument incroyable. À Icy Bay, on a un glacier qui est un des plus importants justement de cette partie de cet archipel Alexander et dont on peut s'approcher très très près. Dans la partie sud, après avoir traversé Prince William Sound, eh bien, on se retrouve dans les fjords de Seward. La péninsule de Seward, c'est une petite péninsule qui avance dans l'océan Pacifique. Là, ce que l'on voit très souvent lors des croisières, ce sont les orques qui se réunissent également là pour se reproduire. Les baleines dont on admire souvent la queue lorsque les baleines plongent beaucoup plus profondément, les aigles qu'on appelle les pigargues à tête blanche, qui est l'emblème national des États-Unis. Alors ça, les pigargues, on en voit vraiment beaucoup et on aperçoit leurs énormes nids en haut des sapins. Les otaries et les phoques qui peuplent également tout ce littoral. Et puis, voilà, une photo avec justement une langue glaciaire que vous voyez derrière ce petit bateau d'excursion. Certains oiseaux et canards, regardez ce joli canard de couleur, et les oiseaux qui sont des macareux. Et les macareux sont très importants pour les communautés indigènes parce qu'on utilise le bec, regardez, qui est de couleur un peu orange translucide, pour décorer, ornementer des coiffes, des colliers, voire des vêtements sur lesquels on va broder ce petit bec. Et sur cette carte ici, vous voyez la variété des cultures indigènes que l'on trouve en Alaska. J'ai oublié de vous signaler que c'est l'État américain qui a le plus gros pourcentage de culture amérindienne à l'heure actuelle. Et donc, dans la partie sud, les Alutiiq et les Supiaq, eh bien, ce sont les communautés que vous découvrirez lors de cette croisière. Et une petite particularité, par exemple, c'est que à l'époque où les Russes, justement, avaient réduit en esclavage ces populations pour les obliger à aller chasser les loutres, on utilisait le moyen de transport local qui était le kayak. Le kayak est une invention de la part de ces populations et leur permettait surtout de s'approcher au plus près des grands mammifères marins, des baleines, en toute discrétion, afin de pouvoir les harponner. Et ces kayaks, si vous regardez à droite, vous voyez par exemple, normalement un kayak c'est une place, éventuellement 2 places lorsque l'on apprend à un jeune garçon à le manipuler, mais 3 places, ça c'était très rare. Vous voyez qu'au milieu, en fait, on a un monsieur avec des cheveux et un petit chapeau occidental. En fait, 3 places, c'était lorsqu'il y avait le Russe qui était au milieu et qui commandait aux 2 personnages, devant et derrière, qui pagaillaient pour lui. Et en fait, à l'époque, c'était une honte pour les gens, pour les Alutiiq, d'être vus sur un kayak à 3 places parce que ça voulait dire qu'ils étaient subordonnés à un maître russe. Et ça, forcément, c'était très dégradant pour eux. Et à gauche, vous voyez un vêtement qui est fait en intestin d'otarie, qui donne en fait une matière très amusante, un peu comme un plastique très souple. Et ces intestins d'otarie ont pour particularité d'être très étanches. Et les femmes cousaient le vêtement sur le pourtour du trou du kayak, rendant de cette façon-là eh bien, le vêtement
complètement imperméable et complètement isolant puisque l'eau ne pouvait plus s'infiltrer. Donc, si les kayaks permettaient de s'approcher des mammifères marins, il y avait aussi des gros bateaux qu'on appelait des oumiaks, qui, eux, transportaient jusqu'à 50 personnes. Et ces bateaux-là étaient plutôt des bateaux familiaux qu'on utilisait pour faire des longs trajets le long de la côte maritime. Et vous voyez que pour se protéger des intempéries, ben, on basculait le bateau pour en faire un abri naturel et on pouvait dormir à l'intérieur de ce bateau. Voilà des gravures du début du XXe qui nous montrent les ornements portés par ces aloutiques qui avaient de très jolis chapeaux en vannerie et beaucoup de labrets, regardez, autour donc des sortes de piercings sur la lèvre inférieure, de même que des casquettes comme le monsieur à gauche, avec des petits coquillages et des petites fibres tissées sur cette casquette. Et cette casquette, on la retrouve, regardez, sur des photos plus anciennes, qui donnent en fait un aspect qui épouse la forme du kayak, tout en longueur, tout en légèreté et en discrétion. Et les harpons utilisés, vous voyez également cet imperméable en intestin d'otarie. Et puis pour les parties hivernales, eh bien, on avait de la fourrure que les aloutiques allaient échanger avec des gens qui vivaient à l'intérieur des terres et qui, eux, chassaient l'ours, chassaient les caribous ou l'orignal et étaient à même de leur fournir justement ces vêtements en fourrure. Les aloutiques vont recevoir de leurs voisins du Nord, les Yupiks, la tradition de faire des masques. En fait, les masques les plus connus, c'est les masques des Yupiks qui représentent des esprits de la nature, des esprits des animaux, comme vous le voyez ici, avec des formes assez exagérées, comme la bouche de ce personnage, par exemple, ou la déformation de celui que vous voyez à droite. L'esprit des animaux qui est représenté, puisque pour les Yupiks ou les Aloutiques, les Chugach, pour toutes ces communautés, eh bien, les animaux sont doués d'une essence, ont un principe vital qu'on appelle une âme, et ce sont des cultures qui sont soit animistes, soit totémiques, et on représente donc la force de cet esprit animal. À l'heure actuelle, ces populations, voilà, quelques photos qui vous donnent une idée de leur mode de vie actuel. Ces populations ont été très réduites au cours du temps. Elles ont été dévastées par l'arrivée des virus, des microbes, des bactéries amenées par les Occidentaux. Donc, elles sont en quantité très réduite à l'heure actuelle, même s'il y a eu du métissage et que la courbe démographique a repris depuis la fin du 19e. Mais malgré tout, ce sont des populations qui ont, pour certaines, vraiment failli disparaître. Et puis, je vous parlais de ce rivage extrêmement découpé que l'on trouve en Alaska, aussi bien dans la partie de la péninsule principale que le long de la côte pacifique, et que cela était dû donc à l'érosion faite par l'eau. Mais je vous ai dit aussi que l'on était sur un territoire avec des plaques tectoniques qui viennent frotter l'une contre l'autre. Et l'Alaska donc subit des tremblements de terre à répétition. Le plus important, le plus dévastateur, il a eu lieu en 1964, où l'Alaska a enregistré un tremblement de terre de 9,2 sur l'échelle de Richter, un des plus grands jamais enregistrés à l'échelle moderne, qui a vu donc la plaque océanique se frotter passer en dessous de la plaque continentale sur 350 km. On a des rues, regardez, à Anchorage, qui se sont écroulées littéralement de 3 mètres à l'intérieur du sol. Donc ça a été un tremblement de terre dévastateur, extrêmement violent, qui a touché tout le littoral sud de l'Alaska. Mais ce territoire est aussi, à la fois pour le meilleur et pour le pire, un territoire d'exploitation pétrolière. Tout au nord de la péninsule, on va trouver le Prudhoe Bay, qui est un site d'exploitation, d'extraction, où on a aussi des raffineries de pétrole. Et on a un oléoduc qui va traverser, comme vous le voyez ici, tout ce territoire du nord au sud jusqu'à la ville de Valdez, où vous allez faire escale. Valdez étant un terminal pétrolier très important, et c'est de là que l'on va charger le pétrole donc sur les bateaux pour l'exportation. Et voyez que l'oléoduc de Prudhoe Bay traverse du nord au sud en fait toute la péninsule de l'Alaska. Quand je dis pour le meilleur et pour le pire, c'est parce que la richesse principale de l'Alaska vient de ses exploitations minières et de ses hydrocarbures, ce qui en fait un endroit dans lequel le PIB par habitant est parmi les 10 premiers que l'on trouve dans les États
américain. Seulement, pour le pire, eh bien, c'est qu'il y a régulièrement des fuites, il y a régulièrement de la contamination. Les dernières qui ont eu lieu à Prud'Aubert remontent à 2006 et 2009, où il y a eu des fuites de certains segments de l'oléoduc qui ont contaminé donc une partie du territoire. Le plus important qui a marqué vraiment les esprits a eu lieu en 1989. Mais avant de vous en reparler, regardez ici ces grands espaces naturels que l'on trouve dans la partie nord, donc dans la région de Prud'Aubert. On a un grand parc national qui est un wildlife refuge, donc un refuge de vie sauvage qui jusqu'à présent a été protégé, mais on estime que ses ressources de pétrole pourraient s'élever à 30 milliards de dollars. Donc un lieu d'exploitation envié par toutes les compagnies pétrolières et dont probablement M. Trump a validé maintenant le droit d'exploitation. Or, cette partie du territoire est extrêmement fragile d'un point de vue écologique. Là, vous voyez la toundra, justement, dont je vous parlais au début de ma présentation. Et on y trouve l'un des vestiges de l'ère glaciaire, qui est le bœuf musqué, que vous voyez ici à droite, qui n'a pas changé depuis l'ère glaciaire. C'est un animal que l'on trouve au-delà du cercle arctique, qui est habitué à vivre à des températures de moins 30, moins 40 degrés. Qui a une toison qu'on appelle le kiviuk, qui est une toison extrêmement épaisse, beaucoup plus fine que le cachemire, 8 fois plus chaude que celle du mouton, et qui a fait l'objet de l'exploitation donc dans le textile. Mais cet animal est en voie de disparition, est un animal assez incroyable qu'il faut absolument protéger. Et quand je vous parlais donc des ravages de l'industrie pétrolière, eh bien, vous vous souvenez peut-être en 1989 le naufrage de l'Exxon Valdez. L'Exxon Valdez a fait naufrage au large de Prince William Sound, donc dans le sud, et a contaminé toute la côte de l'Alaska sur 2800 kilomètres, tuant des milliers d'oiseaux marins, de mammifères marins. L'Alaska a mis beaucoup de temps à se remettre de cette contamination. Et puis, cet endroit est un endroit particulièrement sensible, comme je vous ai dit, un écosystème extrêmement fragile, mais qui est aussi celui qui est le premier touché par le réchauffement climatique, par le changement climatique à l'heure actuelle, où on a la côte, le trait de côte qui s'érode de plus en plus suite aux montées de niveau de la mer, mais surtout à la fonte du pergélisol. Le pergélisol, c'est cette terre gelée qui se trouve donc en superficie, qui est gelée une bonne partie de l'année, qui dégèle au printemps, sauf que maintenant, ce pergélisol ne gèle plus et dégèle avec des températures de plus en plus importantes, et ça crée les éboulements que vous voyez ici le long de la côte, mais ça crée aussi l'effondrement des constructions. Cette photo, je l'ai prise moi-même à Dawson, et regardez les maisons, la position qu'elles ont. Donc ça, c'est dû justement à cette fonte de pergélisol qui fragilise en fait toutes les constructions. Mais la côte continue d'être ravagée. Regardez les morceaux de roches qui s'écroulent. Donc ce pergélisol, en fait, à l'heure actuelle, on sait qu'il fond de plus en plus vite. Il ne se recompose pas pendant l'hiver et il autorise aussi l'émanation de gaz de méthane contenu à l'intérieur de la roche, avec le risque aussi de voir probablement des nouveaux virus ou des bactéries qui ont été emprisonnés depuis des millions d'années à l'intérieur de cette roche et qui pourraient très bien se libérer suite à cette fonte. Donc l'Arctique est un des endroits les plus sensibles au monde, là où les effets du dérèglement climatique sont les plus forts et les plus visibles. Et l'Alaska, n'est pas exemple, bien sûr, puisque toute la péninsule à l'heure actuelle est concernée. On a dépensé 300 millions de dollars il y a quelques années pour permettre aux Inuits de la partie nord, aux Inupiaq en particulier, de déplacer leur village depuis le bord, depuis la côte, parce que la côte est rognée régulièrement par l'avancée de l'eau de mer. Donc d'ici quelques années probablement, le problème risque de s'intensifier, de se faire de plus en plus rare. Mais en attendant, vous êtes bienvenus dans cette croisière qui va vous faire découvrir ces magnifiques espaces naturels, ces espaces culturels, et je vous souhaite un très bon voyage.
si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transcrire sur le chat. Merci Blandine. C'était une très belle conférence. Et j'espère que ça vous a tous plu. On a vu cette faune et ces beaux paysages. Donc merci Blandine de nous avoir fait découvrir tout ça. N'hésitez pas. Alors non, c'est pas Blandine qui accompagne le voyage. Voilà. Ça n'est pas Blandine pour cette fois. On a des merci beaucoup. Vraiment, c'était parfait. Ça donne envie de voyager. Ça donne envie d'aller en Alaska. N'hésitez pas, c'est quand même un des plus beaux endroits de la planète. Exactement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les mettre dans le chat. Mais sinon, si tout était clair, et on vous dit à la prochaine. Eh bien, écoutez, à la prochaine. Je reviens bientôt sur les ondes. Merci Blandine. Merci à vous, merci à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.